Salut les footeux, alors avant de commencer la vidéo, je tenais à vous informer que mardi 23 janvier à 20 h, il y aura un live exceptionnel. On sera en compagnie de Bruno Derrien, ancien arbitre français international, donc n'hésitez pas à venir pour lui poser vos questions dans le chat. Allez maintenant, on passe au sujet principal de la vidéo. À moins d'avoir passé les 7 derniers jours à sauver Bibi Phoque en Antarctique ou chasser l'ours en Sibérie pour se faire des jolies peaux d'ours à poser devant la cheminée, vous n'aurez pas manqué la balayette de Tony Chaperon. L'attentat de l'arbitre français étant plus dramatique que la dernière attaque suicide à Bagdad, les réseaux sociaux en ont profité pour faire étalage de tout leur talent humoristique et aller chercher quelques likes et quelques RT. Oui, mais moi je me suis senti poussé par la divine inspiration et je suis en manque de reconnaissance. Et divers médias en ont profité pour profiler le criminel en allant enquêter dans son entourage pour voir si c'est une bonne personne. Après, il y en a d'autres qui ont sorti les dossiers accablants. Et puis il y en a d'autres qui ont essayé de faire des dossiers de fond, mais bon, c'est moins vendeur qu'un bon titre putaclic. J'ai déjà dit que j'étais en charge de reconnaissance. On pourrait donc s'intéresser aux gestes et décortiquer l'action, et voir ce qui a poussé un homme apparemment sans histoire à commettre un tel acte de barbarie. Les analystes technico-physiolo-anatomico-sportifs pourraient partir du principe qu'il s'agit d'une crampe ressentie dans la cuisse droite par notre cher arbitre. De là, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'était pas en train de commencer une petite séance d'étirement ? Il faudrait aussi enquêter, analyser un peu plus profondément pour voir la zone musculaire touchée, voir si l'arbitre a bu assez d'eau pendant le match pour ne pas subir ce genre de problème, et analyser ses anciens matchs pour voir s'il est sujet à cette pathologie. De là, on pourrait essayer de sortir un petit graphique de probabilité. Les experts technico-socio-psycholo-analystes pourraient s'engager sur la voie du policier en manque de coups de tonfa dans la tronche de manifestants ayant dévié du chemin prévu à cet effet, et mettre en exergue une déformation professionnelle dans un milieu qui n'est pas approprié. L'arbitre aurait donc remplacé la matraque par sa jambe, mais nous nous enfoncerions dans les sables mouvants des délires tragicomiques avant de tomber dans les abysses intersidérales des explications capillotractées. Je vais donc m'en tenir à la version la plus plausible, celle de l'accusé, qui dit avoir eu un très mauvais réflexe après avoir senti une poussée dans son dos. Mais la question de pourquoi ce réflexe subsiste toujours et est-ce un vrai réflexe ou une automatisation? Car c'est là l'unique lien qu'on peut faire entre la situation et la carrière de policier de M. Chaperon. Et oui, une automatisation qu'il aurait eue grâce à des réflexes d'autodéfense. En effet, au cours de sa carrière, M. Chaperon a dû avoir des entraînements, des formations et a aussi une pratique, certainement des gestes d'autodéfense quand il subit une situation d'agression. Et donc on pourrait partir du principe que ce réflexe d'autodéfense, s'il l'a eu à ce moment-là, on sentant une poussée dans son dos qu'il a interprété comme une agression. La différence entre un réflexe et une automatisation se joue au niveau du cerveau. On pourrait assimiler une automatisation comme celle qu'aurait pu avoir M. Chaperon à celle des gardiens de but quand ils font une parade. Un gardien de but s'entraîne pour répondre à une situation de tir de la tête, du pied ou une situation de 1 contre 1 face à un joueur. Et quand il fait une grosse claquette qu'on appelle réflexe, c'est en fait une automatisation, c'est un geste qu'il a travaillé dans des ateliers pédagogiques à l'entraînement. Le cerveau de l'arbitre a donc analysé cette bousculade comme une agression et il y a répondu de la manière la plus logique pour lui. Mais il n'a pas pris en compte le contexte puisqu'il n'a pas eu le temps, la réponse a eu lieu en un peu moins d'1 seconde. Donc il a réagi par la manière dont on lui a appris à réagir. C'est ma déduction, à vous de vous faire la vôtre et de contester la mienne dans les commentaires si le cerveau vous en dit. Mais cela reste de l'analyse de bas étage et n'a dans rien à répondre à la grande réflexion. Non mais c'est pas possible, les arbitres de Ligue 1, ils sont nuls. Clairement mon Pierrot, j'ai pas la réponse à ta question, mais on peut réfléchir au problème. Pour l'affaire Chaperon, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué, des réactions qui m'ont grandement choqué. Il doit plus respecter le règlement parce que c'est lui qui fait appliquer le règlement. Mais que dalle! Il y a un règlement dans le foot, il y a des règles, soit tu les respectes, soit tu les respectes pas. Et ce, quelle que soit ta fonction. C'est-à-dire, si tu respectes les règles, bah tant mieux, tout va bien, t'es bien pour le jeu. Si tu respectes pas les règles, bah ça va pas, t'es condamnable. Cette remarque est aussi hallucinante que le fait que tu risques plus si tu te mets sur la gueule avec un représentant de l'ordre qu'avec un civil. Et ce, y compris si ce représentant de l'ordre est en civil. C'est hallucinant. Peu importe ton rôle, ton statut sur le terrain, il y a un règlement, tu respectes la règle, tant mieux, tu les respectes pas, boum, la sanction tombe. C'est tout. Attention, je ne parle pas des erreurs d'arbitrage ici. Les erreurs d'arbitrage sont des erreurs de jugement, des mauvais jugements. C'est la même chose qu'un défenseur qui perd tous ses 1 contre 1 ou qu'un attaquant qui manque ses tirs. On cherche dans ces cas-là à comprendre pourquoi il y a des erreurs, pourquoi elles se répètent. On établit des ateliers pédagogiques pour résoudre ces erreurs. Et si jamais malheureusement ça ne porte pas ses fruits, on essaye de le faire officier dans des divisions inférieures où le jeu va moins vite et où il y aura plus le temps de prendre la bonne décision. Je parle bien évidemment des infractions comportementales. Et puis, si on veut mettre tout le monde sur un pied d'égalité, faut juger tout le monde de la même manière, tout le monde avec la même sanction. T'as une faute, tu fais une sanction, peu importe qui t'es. Un pédophile, qu'il soit boulanger, professeur, juge ou policier, c'est la même sanction, non? En parlant d'égalité de traitement, nous ne sommes pas impartiaux sur les réseaux sociaux, en particulier lors des matchs pour nos traitements par rapport aux joueurs
et aux arbitres. C'est-à-dire qu'on va plus facilement condamner un arbitre qui a fait une erreur pendant le match de notre équipe qu'un attaquant qui a raté plein d'occasions ou qu'un joueur de notre équipe qui joue mal. Et c'est normal, on a de l'empathie pour nos joueurs, ils défendent notre écusson. On va plus aller du côté des joueurs qui défendent nos couleurs plutôt que du côté d'un arbitre qui va nous sanctionner et peut-être nous sanctionner à tort. Oui, mais les joueurs qu'on n'aime pas, on les critique aussi, même quand ils sont notre équipe. Hein. Oui, tu les critiques, mais dans un match où l'attaquant sur lequel tu craches depuis 3 mois parce qu'il n'a pas marqué un but à 3 occasions, mais qu'il se voit refuser un penalty qui était totalement valable, tu vas plus critiquer l'arbitre que ton joueur. Et il va en résulter que tu vas plus dire que le résultat final, une défaite, un match nul par exemple, va être dû à l'erreur d'arbitrage plutôt qu'aux 3 manqués de ton joueur. Oui, mais c'est pas que pour notre équipe, quand ça arrive à une autre équipe, on est su de leur côté quand ils subissent l'injustice. Oui, car l'ennemi de ton ennemi est ton ennemi. Et donc, ça crée de l'empathie pour l'équipe qui subit l'injustice. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas transposer ton équipe à l'équipe qui subit l'injustice et tu vas te dire, tiens, si ça arrivait à mon équipe, ce serait totalement dégueulasse. Donc les deux équipes font front, les deux camps font front contre l'arbitre, donc tu fais front avec l'autre équipe contre l'arbitre. Par ailleurs, on dit souvent que les joueurs font des erreurs, mais les arbitres des fautes. On ne considère donc pas que l'homme de loi s'est trompé, mais qu'il y ait un plantage dans son logiciel interne ou qu'il n'a pas fait la mise à jour depuis son dernier hors-jeu non sifflé alors qu'il y était. Nous jugeons donc les arbitres comme des robots qui doivent être capables de voir, analyser et prendre la bonne décision en une fraction de seconde sur une situation pour laquelle nous avons eu 50 ralentis avec 10 angles de caméra différents, tout ça pour au final ne pas tomber d'accord. Au final, ce que nous désirons, ce sont des droïdes ultra perfectionnés, 100% sûrs, qui vont prendre les décisions 100% justes et qui en même temps vont intégrer un programme pédagogique histoire de parler comme il faut aux joueurs, d'établir un dialogue avec eux et aussi d'être souriant sur le terrain et d'avoir un petit peu d'humour. Mais si nous en venons à penser cela, à dire cela, il doit bien y avoir une raison. Nous n'irions pas cracher sur une partie des acteurs de notre sport favori juste parce que c'est l'avis de la majorité ou que c'est la solution de facilité. Si nos chers arbitres de Ligue 1 sont plus dénigrés que leurs collègues de l'étranger, si leurs erreurs sont plus mises en avant que leurs collègues des autres championnats, il doit bien y avoir une bonne raison. Et je pense que leur style d'arbitrage, leur communication, leur manque de communication dans les médias, leur attitude, ça n'arrange pas l'image qu'ils ont auprès de nous. Mais n'est-ce dû qu'à eux? Et quelle est la part de responsabilité des hautes instances du football et surtout des hautes instances de l'arbitrage du football? Et comment casser le cercle vicieux qui fait que les joueurs répondent aux côtés hautains des arbitres en les prenant encore plus de haut et qui fait que les arbitres répondent au dénigrement des joueurs en étant fermés et intransigeants? Nous sommes dans le creux de la vague et il est temps de se poser les bonnes questions. Et la question la plus simple quand on analyse un problème, c'est pourquoi? Seulement, il ne faut pas se la poser qu'une fois, il faut se la poser jusqu'à avoir trouvé la source du problème, d'accord? Jusqu'à ne plus pouvoir se poser cette question. Par exemple, pourquoi je fais des vidéos sur YouTube? Parce que je veux de l'argent. Pourquoi je veux de l'argent? Parce que je veux une montre en or. Pourquoi je veux une montre en or? Tout simplement parce que ça brille quand on lit l'heure. Et puis, parce que j'en ai pas. Voilà. Alors mon avis est que il va falloir creuser un petit peu et faire ce qu'on appelle un plan d'action. Un plan d'action, c'est quoi? C'est un but, on trouve un but. Donc là, le but, je pense, c'est que tout se passe mieux sur le terrain. C'est un but complet, moins d'erreurs d'arbitrage, les arbitres qui sont plus pédagogues avec les joueurs. Oui, c'est un but dans le fait que les arbitres fassent partie du jeu et que nos matchs soient plus fluides à ce niveau-là. Les objectifs, c'est quoi? Moins d'erreurs d'arbitrage, c'est un objectif pour y arriver. Une meilleure communication avec le joueur, c'est un autre objectif. Les joueurs qui dénigrent moins l'arbitre, c'est un autre objectif, etc., etc. Et les moyens, ça peut être des moyens technologiques. Alors la goal line technologie, il faudrait juste une société qui l'utilise mieux en France. Ça peut être l'arbitrage vidéo, ça peut être aussi les micros qu'on peut mettre aux arbitres pour entendre leurs conversations avec les joueurs. Mais les moyens, ça peut être des ateliers pédagogiques pour les joueurs, les entraîneurs, les présidents. Et pour les arbitres, ça peut être une meilleure intégration dans les médias des arbitres, ça peut être un changement du système de notation des arbitres, plein de choses comme ça. Donc là, malheureusement, je ne fais pas partie des instances décidantes, mais j'espère vraiment qu'ils se penchent là-dessus. Et si on n'a pas ça, on n'aura jamais aucune résolution des problèmes. L'image des arbitres restera la même. Ils se feront chier dessus partout, par les joueurs, par les entraîneurs, par les supporters, par le grand public, par les présidents, par qui tu veux, et ça ne changera pas. Une autre chose qui peut être faite, c'est comme en Angleterre, pour casser cet impact néfaste qu'ont les joueurs, je pense aux moyens par exemple, c'est simple, contestation, carton. Tu t'approches de l'arbitre pour contester, carton. Tu vas faire une simulation, carton. Tu vas avoir un mauvais comportement, carton. Et d'un autre côté, avoir des arbitres qui écoutent quand ça se passe bien. C'est-à-dire que si le joueur a la bonne attitude et qu'il vient juste pour discuter, en particulier si c'est le capitaine, on a la bonne attitude, on est à l'écoute. Donc ça va être du donnant-donnant. Mais pour ça, il faut que les instances de l'arbitrage national s'y mettent impérativement. La vidéo touche donc à sa fin. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce rouge.
En tout cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si jamais vous êtes d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas à la partager parce que honnêtement, je pense qu'elle peut avoir le mérite d'être vue et d'avoir un point de vue et une sorte de développement qui peut être un petit peu réfléchi quand même. Et j'aimerais bien qu'elle touche le plus de monde pour qu'il y ait le plus de monde possible qui mette en commentaire ce qu'ils pensent et que ça donne d'autres axes de réflexion. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à dire aux gens de s'abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.